Eh bien, je continue à vous parler d'Armand Carrel, dont vous voyez la statue à Rouen, statue qui a été détruite en 1941, fondue. Et j'ai donné comme titre aujourd'hui l'esprit de chevalerie pour repérer l'extraordinaire charisme, l'aura, l'autorité de cet homme pendant les années durant lesquelles il a dirigé le National, ce journal le plus influent dans l'opposition contre le régime de Louis-Philippe entre 1830 et sa mort en 1836. Voilà ce que disait de lui John Stuart Mill, le philosophe libéral anglais, l'un des fondateurs du libéralisme. Il disait de Carrel tout simplement qu'il était the greatest political leader of his time, ce qui est tout de même impressionnant pour un homme qui n'a jamais exercé de pouvoir politique, qui est un journaliste. Et John Stuart Mill, à sa mort, lui a consacré un long article dont il disait, dans une lettre à l'un de ses amis, « I have written con amore ». J'ai écrit cet article avec amour. Il avait connu Carrel lors de ses jours de Carrel à Londres et de ses séjours à Paris, je crois aussi. « And those who have seen it think it the best thing I have ever yet done ». Mon meilleur article est sur Carrel en 1837. I never admired any man as I did Carrel. He was to my mind the type of a philosophic radical man of action in this epoch. Il est le modèle du philosophe homme d'action aux yeux de Stuart Mill, qui dira encore en 1848 « Without Carrel, or I fear anyone comparable to him, the futurity of France and Europe is most doubtful. » Sans Carrel, l'avenir de l'Europe est compromis. Ça vous donne l'idée de la grandeur de cet homme à son époque. Et Stuart Mill disait encore qu'il y avait seuls deux Français qu'il admirait à l'époque, c'était Carrel et Tocqueville, les deux fondateurs du libéralisme. Mais lorsque je l'ai laissé la semaine dernière en parlant de lui, en 1830, il était seulement le troisième homme, derrière Thiers et Guizot, fondateurs du National, et les deux autres étaient bien plus en vue. Je vous le disais, Carrel était cantonné aux articles de variété plutôt qu'aux éditoriaux politiques que Thiers se réservait, et c'est dans ces articles que Carrel a mené une petite guerre contre les romantiques, notamment Vigny et Hugo. Il était, pour beaucoup, irrité par leurs revendications tardives de libéralisme politique. Et je crois que l'hostilité de Carrel à l'égard des romantiques, notamment Hugo, elle est plus politique que littéraire. Revenons, disait-il, à cette heureuse et indissoluble fraternité du libéralisme et du romantisme dont nous ne nous doutions pas. L'affinité du libéralisme et du romantisme est une invention tardive. Au contraire, disait-il, le goût des littératures étrangères et les premières velléités du romantisme naissaient dans le même temps parmi ceux qui avaient fui le sol français, les émigrés. Il n'y a pas plus de 4 ou 5 ans que le romantisme a perdu le caractère un peu ennemi de la Révolution qu'il devait à cette origine. La première feuille qui s'est déclarée pour lui, c'est le Globe, feuille distinguée et assurément très libérale, ne s'est rattachée à lui que par des théories, et ce qu'il a produit de plus remarquable, il l'a dû aux inspirations monarchiques et religieuses. Pour tout dire, enfin, ce n'est guère qu'après avoir servi la cour et s'être un peu brouillé avec elle qu'il s'est avisé de venir réclamer la voix puissante du peuple. Ça, c'est au moment de l'Hernani, en mars 1830,
Et pour Carrel, qui a été condamné à mort sous la Restauration, l'opportunisme des libéraux du lendemain a quelque chose de choquant. C'est aussi qu'il préfère les classiques aux romantiques, mais on ne peut pas dire toutefois qu'il soit un partisan des néo-romantiques. Et il écrit à Hugo, puisqu'il y a un échange de lettres à propos d'Hernani et de cette critique d'Hernani, il écrit à Hugo « Je suis pour les classiques, il est vrai, monsieur, mais les classiques que je me fais honneur de reconnaître pour tels sont morts depuis longtemps. » Autrement dit, ce sont les classiques du XVIIe siècle et non ceux d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de Courrier qui disait qu'il fallait traduire Hérodote dans la langue de Rabelais, puisque c'était la Grèce enfant. Eh bien, Carrel en veut à Vigny, qui, dans son Othello, traduit Shakespeare en romantisme, alors que dit Carrel, toute la langue qu'il faut pour traduire Shakespeare est dans Corneille, Racine et Molière. Même argument anti-romantique qui fait de lui, aux yeux de Sainte-Beuve, par exemple, le prototype du véritable classique. Je vous avais dit que dans Port-Royal de Sainte-Beuve, la comparaison est constante entre Carrel, Courrier et Pascal, le Pascal des provinciales, dans leur langue classique. Et Sainte-Beuve dit de Carrel, Carrel était de l'école ancienne d'Arnaud et de Nicole, de celle de Pascal. Les jours où Pascal ne se dessine pas trop, nous avons eu à côté de Carrel et de son temps de très habiles et très distingués journalistes politiques. Nous en avions hier encore parmi les plus jeunes de très originaux et de très saillants. Carrel n'avait rien de ces saillies à la moderne et un peu hasardée. Sa forme et ses vers, elle est véritablement classique. Il y a donc une apologie du classique, mais le classique, c'est Pascal, avant tout, et on ne trouve chez lui aucun des tics du journalisme contemporain fait de saillies. Et pour Sainte-Beuve, c'est le style du soldat. Voici ce qu'il dit encore de son style, de cette rude guerre qu'il soutint durant près de 6 années. Les soldats de Carrel, ce sont ses articles, sont vigoureux, fermes, adroits, infatigables, ils ne sont pas brillants, ils n'ont pas de casque au soleil, son expression luit rarement et ne rit jamais, il a une propriété de terme exacte et forte et qui enfonce, mais il reste rarement, quand on l'a lu, des traits marquants, isolés et comme des fragments de javelot dans la mémoire, le rayon poétique lui a toujours manqué. Donc le classique, vous voyez qu'il est guerrier, c'est toutes ces métaphores guerrières qu'on trouve partout chez Sainte-Beuve et qui lui donnent cette véritable vocation politique. Je crois que je vous disais déjà la semaine dernière qu'en juillet 1830, au moment de la Révolution, Carrel raisonnait en militaire et, ne voyant pas poindre de bataillon, ne croyait pas à l'insurrection populaire improvisée. Mais il reconnut très vite son erreur dès le lendemain des Trois Glorieuses et fit amende honorable, disant, c'est dans un article de la fin de l'année 1830, « Nous y étions, nous l'avons vu, nous tous qui en parlons, qui en discutons aujourd'hui, mais soyons de bonne foi, nous n'y avons rien compris. » Nous n'avons rien compris à la Révolution de 1830. Nous ne voulions pas croire à une si prompte victoire et nous en profitons en attendant. C'est le peuple qui a fait les barricades auxquelles ces modérés ne croyaient pas, puisqu'ils croyaient que la seule protestation, c'était à travers le refus de l'impôt. Eh bien, ce sont eux qui récoltent les fruits de la Révolution. Et Carrel est nommé, comme tous ses amis, aussitôt au poste de responsabilité. Il est nommé préfet du Cantal en août 1830. Mais il refuse. Et partout, dans tous les textes, on cite une phrase de lui « Je crois qu'on m'aurait gagné en août 1830
si au lieu d'une préfecture, on m'avait offert un régiment. Mais comme on n'y a pas offert un régiment, il est resté journaliste, il a préféré le national, et Thiers et Nier ayant été nommé au Conseil d'État, il est resté seul à la tête de ce journal, refusant d'en faire un journal ministériel alors qu'il était favorable au régime, et écrivant dans son premier article comme seul rédacteur du National, n'ayant cessé de vouloir de demander pour la France la royauté consentie. J'évoquais la semaine dernière cette opposition de la royauté consentie à la royauté octroyée ou imposée de droit divin, et telle qu'elle existe aujourd'hui, il serait surprenant que les rédacteurs du National n'eussent pu, sans démériter, s'employer à la consolidation de l'édifice dont ils peuvent passer pour avoir jeté les fondements. Autrement dit, il revendique la paternité de ce régime et il l'appuie, mais, ajoute-t-il, quant au national, la pensée dans laquelle il a été conçu lui interdisait de devenir jamais feuille ministérielle, il restera ce qu'il était sous l'ancien gouvernement, indépendant. Vous voyez que cette jalousie de liberté de la presse, Carrel, c'est la définition même de la liberté de la presse, aussi bien sous la Restauration, régime ennemi, que sous la monarchie de Juillet, régime qui commence par être ami. Et sa réputation est vraiment liée à ce refus de la vénalité. Je vous disais la semaine dernière que tout Lucien Leven est traversé par la figure de Carrel, et voici ce petit passage de Lucien Leven qui nous montre bien l'image de Carrel sous la monarchie de Juillet. Lucien Leven qui est écrit dans les années de la gloire de Carrel, entre 1834 et 1836. Lucien a été placé par son père au cabinet du ministre de l'Intérieur, et il est mêlé à une obscure affaire, comme il y en a eu beaucoup au début du régime de Juillet, une guerre des polices qui a fait une victime d'un policier provocateur qui devait attaquer une sentinelle et qui s'est fait abattre par la sentinelle. Et voici ce que dit le ministre en confiant cette mission à Lucien. L'inquiétude est grande au château, donc aux Tuileries, chez Louis-Philippe. L'article du National, abominable de modération. Et voilà qui caractérise le style de Carrel. Carrel n'est pas de ces révolutionnaires, de ces républicains véhéments, mais c'est sa modération qui fait peur. Il y a une finesse, une hauteur de mépris. On le lira jusqu'au bout dans les salons, ce n'est point le ton de la Tribune. La Tribune, c'est l'autre journal d'opposition, le journal républicain véhément. Ah, ce Zodgui qui n'a pas fait M. Relka conseiller d'État. Alors vous avez le code de Stendhal, un code que la police n'aurait pas eu beaucoup de mal à déchiffrer. Et ce Zodgui, c'est Guizot, tandis que ce Relka, c'est Carrel. Ce Guizot qui n'a pas fait Carrel conseiller d'État, la police qui, de temps en temps, descendait dans des visites domiciliaires, aurait bien compris. Mais ce qui est très intéressant, c'est cette opposition entre les deux journaux d'opposition. La Tribune, c'est le journal de Cavaignac, de Marat, c'est les républicains véhéments, et Carrel qui fait peur par sa modération, qui fait peur par ce style qui est le même. On l'avait vu dans le tableau d'Henri Scheffer la semaine dernière, il a l'air d'un des hommes de Juillet. Sa grande œuvre, c'est donc le National. Littré dit « Le National a été la personnification de Carrel ». C'est Carrel personnifié dans ce journal. Et dès le 30 août 1830, dans son premier article, cette identification de l'homme et du journal est très forte, puisqu'il écrit « Les attaques fort déplacées dont il a été l'objet, le journal, depuis 15 jours, ne seraient plus collectives. Elles ne s'adressent désormais
qu'à une seule personne, celle qui s'est fait connaître hier, pour directeur unique du national, et l'on doit s'attendre qu'elle serait relevée. Relevée avec l'épée. Une attaque sera relevée avec l'épée. Et vous voyez qu'on a constamment ce jeu de la plume et de l'épée. Dans son premier éditorial, Carrel menace de duel ses adversaires politiques, ce qui fait dire à Sainte-Beuve, voilà une pointe d'épée qui s'aperçoit. Et combien de fois déjà ne s'était-elle pas montrée à la fin des articles de Carrel, bon, c'est la chute de l'article, là est un faible et qui, transporté de sa vie militaire à sa vie politique, domina toute sa carrière et finit par la briser. Il a donc, dans ce journal d'opposition, de nombreuses cibles en ce début de la monarchie de Juillet. Ces cibles, ce sont la liste civile, comme Cormenin, dont j'ai déjà parlé, le budget de la maison du roi. C'est la défense de la presse, la défense farouche, jalouse. Il s'éloigne du régime, par exemple, lors de la destitution de Lafayette. Lafayette, qui était commandant de la garde nationale après juillet 1830 et qui est destitué à la fin de l'année. Et voici ce que dit Carrel, c'est l'un de ses éditoriaux. Je vous le montre parce que vous voyez que tous ces éditoriaux sont anonymes, mais à la Bibliothèque nationale, dans l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, on a sans doute la police. Ça vient, on ne sait pas très bien d'où ça vient, mais les noms des rédacteurs ont été ajoutés à la plume. Par un heureux hasard, lorsque j'ai commencé à travailler sur Carrel il y a quelques semaines, Carrel n'était pas encore disponible sur Gallica, et au fur et à mesure que j'avance, j'ai de plus en plus de numéros. Ce n'est pas encore complet, mais il faudrait que je travaille un peu plus longtemps sur Carrel et je pourrais y passer mes nuits à lire le National sur Gallica. Mais vous voyez, ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'il dit ici. Aujourd'hui, la Chambre des députés a voté la destitution de Lafayette, une loi qui supprime le commandement national de la garde nationale. Lafayette, à qui Louis-Philippe devait son trône, Lafayette était au-dessus de toute récompense, cela est vrai, mais on le croyait au-dessus des indignités d'un parlement croupion. Voilà le ton de cette première page du National. Ensuite, dans les mois qui suivent de ce régime de Juillet, l'ennemi de Carrel, c'est Casimir Périer, président du Conseil à partir de mars 1831, ministère de la paix à tout prix, dont Carrel dit « il y avait plus de fierté sous le jupon de la Pompadour ». Ce qu'il reproche à Périer, c'est de ne pas intervenir dans la guerre en Belgique et en Pologne. C'est l'indépendance de la Belgique, le coup a été raté. Carrel voudrait que ce régime fasse la guerre pour se relever des traités de 1815. Sous le régime, sous le gouvernement de Périer, Carrel mène une guerre constante, donc en 1831-1832, jusqu'à la mort de Périer, dans le choléra de 1832, et notamment contre la Chambre des pairs, contre les pairs héréditaires. Et il y a là toute une campagne d'articles de 1831 jusqu'au moment où Carrel triomphe en effet, puisque l'abolition de la pairie héréditaire est votée par la Chambre des députés en octobre 1831, puis par le Sénat, la Chambre des pairs, en décembre 1831, après que Louis-Philippe a nommé ce qu'on appelle 36 pairs viagers qui ont fait basculer la majorité. Grâce aux pairs viagers, la Chambre des pairs n'est plus héréditaire. Et Sainte-Beuve dit de cet épisode, c'est ce que j'appelle sa bataille rangée, la seule qu'il ait gagnée dans les autres questions qu'il engagea plus tard, et hors du cercle constitutionnel, il fit plutôt la guerre en chef de partisans ou de guérilla dans les montagnes. Donc il a quelques triomphes. L'abolition de l'hérédité des pairs, il triomphe
également dans d'autres causes, comme la construction de forts autour de Paris. Projet du régime, construire des forts à Montmartre. Autour de Paris, c'est pas loin, en 1832, et ces forts sont destinés à protéger Paris de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et Carrel triomphe aussi à ce sujet, avant de se déclarer républicain au début de 1832, et donc de se séparer du régime, laisser anglais de monarchie constitutionnelle ayant raté, à ses yeux, il se tourne vers les États-Unis. Et on a un Carrel américain faisant l'éloge de la République américaine, partisan d'une république consulaire, comme, je dirais, un vieux bonapartiste. Voici par exemple ce qu'il écrit, c'est toujours dans vous voyez, encore à la Nationale, avec son nom, Carrel, qui a été ajouté. C'est ce qu'il écrit contre le système qu'on ne parle plus du système, c'est le système Périer. Et voici ce qu'il dit de son propre système. Quant à nous, si l'on nous faisait voir, si l'on nous demande notre système, nous l'avons hautement proclamé en toute l'occasion, loin de répudier les traditions politiques de l'Empire, nous nous faisons gloire d'être de l'école de Napoléon. Vous voyez que c'est une république bonapartiste qui est ici défendue. L'école de Napoléon, c'est celle de la Convention, la République, de Louis XIV, de Richelieu, de Henri IV. Vous voyez que pour Carrel, au fond, toute l'histoire de France est un bloc qu'il s'agit de récupérer. Nous voulons la France aussi grande, aussi redoutée que possible, parce que c'est le seul moyen qu'elle soit prospère et respectée. C'est pourquoi je vous disais, je crois la semaine dernière, que Carrel est vraiment l'un des fondateurs de cette tradition de la République autoritaire, qui sera celle encore de Clémenceau. Et c'est aussi pourquoi il suscite un certain respect à droite. Par exemple, lorsqu'il se promenait avec des républicains dans les rues de Paris pendant des insurrections, comme il y en a beaucoup dans ce début du régime de Juillet, il lui disait, c'est un mot qui est souvent rapporté, « Je voudrais être préfet de police 24 heures pour mettre tout ce monde à la raison. » Rêve du libéral républicain d'être préfet de police, mais seulement 24 heures. Vous voyez qu'il y a, dans cette description de Carrel, on trouve partout ce que j'appelais l'esprit de chevalerie avec Sainte-Beuve, ce sentiment de dignité, de hauteur. L'adjectif hautain revient partout pour le caractériser. Républicanisme militaire, hautain. Cette citation de Nettement, il était républicain, mais républicain à sa manière. C'était un républicanisme militaire, hautain, rêvant la dictature exercée du consentement de tous par une intelligence hors ligne et au profit des idées démocratiques. Et c'est la raison pour laquelle, avec cette hauteur de vue, il était passé à côté des journées de juillet 1830, et il passera aussi à côté des journées de juin 1832, ces journées d'insurrection républicaine que Hugo raconte dans Les Misérables, les barricades de la mort de Gavroche. Eh bien, son attitude est la même. Louis Blanc dira qu'il avait trop jugé en militaire ce qu'il avait à juger en conspirateur. Donc, il rate les barricades à chaque fois et il sera toujours en délicatesse avec les républicains socialistes. Il dit lui-même que sont apparues, à l'occasion des insurrections de 1832, les deux nuances du parti, républicains et socialistes. Autrement dit, les modérés et les véhéments. Et on a une bonne image de cela dans cette anecdote, là aussi rappelée par plusieurs. C'est après les insurrections de 1834 et les accusés l'ont retenu comme avocat pour plaider en leur cause. Un jour, présidant une réunion
des défenseurs des accusés d'avril, donc 1834, nouvelle insurrection, c'est celle de la rue Transnonain, célèbre par la caricature de Daumier. L'un de ses défenseurs, avocat de province, demandait la parole et ne l'obtenait pas, s'en plaignait assez impérieusement à Carrel, qui se tourna vers lui et lui dit d'un ton froid et significatif « Quand vous voudrez, monsieur ». L'avocat resta court. Ce mot, si bien infligé peut-être dans le cas dont il s'agissait, semblait être devenu trop habituellement la devise de Carrel. Il semblait trop dire à tout venant « Quand vous voudrez, monsieur », et par là, il donnait avantage et prise sur lui à quiconque n'aurait pas plus peur que lui. Autrement dit, il est toujours prêt à se battre en duel avec quelqu'un de ses alliés républicains qui demande la parole. Dans La Tribune, l'autre journal républicain, on lui reproche ainsi ses allures de grand seigneur. On lui reproche de se poser comme une supériorité intellectuelle qui professe et qui n'apprend pas. Le temps des grands seigneurs est passé, dit ce journal républicain. Et je crois qu'on a bien là l'apparition de ce modèle de l'aristocratie intellectuelle, de cette supériorité affichée de ce journaliste hautain, on l'a dit, noble, et qui a la prétention donc de faire la leçon aux autres républicains. Les conflits avec les républicains sont nombreux. Carrel est par exemple favorable à la décentralisation, alors que les autres sont jacobins, évidemment. Il est du coup accusé d'alliance avec les légitimistes, qui eux sont décentralisateurs. Et on parle de collusion carlo-républicaine. C'est un carlo-républicain trop, trop généreux avec les légitimistes. Et il y a un texte assez étonnant où dans son hostilité au républicanisme qu'il appelle d'opinion ou de sentiment, le républicanisme qui n'est pas rationnel au fond. Il est pour un républicanisme raisonnable contre le républicanisme violent, sentimental et d'opinion, et il leur oppose ce qu'il appelle le républicanisme de fait. Qui représente le républicanisme de fait ? Eh bien, ce sont les hommes qui ont traversé tous les régimes, ceux qu'ailleurs on appelle les girouettes. Et vous savez qu'il y a de nombreux dictionnaires des girouettes publiés sous tous ces régimes, la girouette la plus célèbre étant évidemment Talleyrand, qui a traversé toutes les époques. Eh bien, Carrel, lui, fait l'apologie des girouettes. Ça veut dire qu'il place le sens de l'État au-dessus de la notion de régime depuis le consulat jusqu'à la monarchie de Juillet. Et voici ce qu'il dit de ces républicains de fait. Ces grands caractères sont au-dessus de la niaiserie des sentiments. Ceux qui sont républicains, les niais de républicains par sentiment, et de la futilité des opinions, les opinions qui changent et qui sont versatiles. Ils se regardent même comme au-dessus des gouvernements auxquels ils prêtent l'appui de leur talent, et ils ont raison par le fait, puisque ces gouvernements tombent sans retour les uns sur les autres, et qu'eux ne tombent momentanément que pour mieux se relever. Je trouve cette apologie des girouettes en tant que républicain de fait tout à fait remarquable, et au fond, elle anticipe ce lieu commun républicain des hauts fonctionnaires, de ces hauts fonctionnaires de l'aristocratie d'État qui traverse tous les gouvernements successifs. Mais cela explique les difficultés de Carrel, républicain hautain, avec les autres républicains, et la difficulté qu'il trouve à négocier entre les violents et les modérés. C'est Sainte-Beuve qui emploie à son propos cette expression d'esprit de chevalerie. L'esprit de chevalerie
N'oubliez jamais ce mot-là en jugeant l'homme. Ça a été le principe de son erreur, puisque Sainte-Beuve est toujours critique en même temps qu'élogieux. Et Sainte-Beuve voit donc dans cet esprit de chevalerie la raison de sa chute. Et je voudrais donner l'exemple d'une affaire persistante sous la monarchie de Juillet qui montre bien la singularité de sa position. C'est celle du 21 janvier. Faut-il, sous la monarchie de Juillet, commémorer le 21 janvier 21 janvier, jour de la mort de Louis XVI. Aujourd'hui, on parle beaucoup des livres de commémoration, et il y a toujours des débats sur les commémorations. Et bien, sous la monarchie de Juillet, la vacation des administrations publiques continue le 21 janvier. Autrement dit, le 21 janvier est férié, et cette vacation des administrations est votée par la Chambre des Pairs en 1841. Carrel s'élève fortement contre cette célébration du 21 janvier après 1830. Et pourtant, par une sorte de contradiction du personnage ou de volonté de modération, voici ce qui lui arrive lorsqu'il est en 1834-1835 en prison à Sainte-Pélagie. Et c'est le préfet de police, Gisquet, dont je vous ai déjà parlé l'année dernière, Gisquet qui a écrit d'importants mémoires. C'est par exemple lui qui accueille Chateaubriand. Lorsque Chateaubriand est arrêté en juin 1832, au lieu de séjourner à la préfecture, il séjourne chez Gisquet, dans son appartement de la préfecture, et écoute Mademoiselle Gisquet au piano. Et voici ce que Gisquet raconte dans ses mémoires. Carrel était écroué à Sainte-Pélagie par suite d'une condamnation à 6 mois de prison. Il s'y trouvait encore le 21 janvier 1835. À cette date, beaucoup de républicains, voulant célébrer l'anniversaire de la mort de Louis XVI, illuminèrent les fenêtres de leur cabanon. Carrel refusa de les imiter. Ils s'ameutèrent contre lui, crièrent qu'il fallait le pendre, que c'était un aristocrate. Il est en prison avec eux comme républicain, mais c'est un aristocrate. À bas le pédant, à bas les gants jaunes, à bas le faquin, à bas le faux patriote, telles étaient leurs vociférations. Ils se rendent à la chambre occupée par Carrel, mais heureusement la porte en était fermée. Ils essayent de la briser en criant « à la lanterne, à la lanterne ». L'intervention des employés met fin à ce tumulte. À l'expiration de sa peine, Carrel vint me remercier des égards que j'avais eus pour lui. Voilà un passage assez extraordinaire de Carrel, victime des Républicains à propos du 21 janvier. Donc d'un côté, dans son journal, il s'élève contre la célébration du 21 janvier par les légitimistes et par le régime, mais en prison, il s'oppose à la célébration à leur manière du 21 janvier par les républicains. Et on a là aussi, en passant, un exemple de ces bons usages entre la police et l'opposition qui se trouve en prison, qui traverse toute cette période et dont on avait déjà eu des exemples l'an dernier. La modération des geôliers et du préfet à l'égard des prisonniers légitimistes républicains, en tout cas des plus modérés parmi eux. On peut penser que c'est par prudence, puisqu'on ne sait pas ce que réserve l'avenir de révolution en révolution. Et Carrel raconte par exemple une visite domiciliaire, une perquisition chez lui après l'insurrection d'avril 1834. Au petit matin, on le réveille pour fouiller ses papiers et les fonctionnaires sont aimables. Et il dit de leur amabilité « Nous avons vu, après la Révolution de juillet 1830, les mêmes commissaires et les mêmes gendarmes qui étaient venus par ordre de Charles X briser nos presses solliciter de nous l'attestation des ménagements
dont ils avaient usé en exécutant leurs ordres et comptaient sur ces généreuses attestations que nous ne leur refusâmes point pour solliciter de l'emploi sous le nouveau gouvernement. Et c'est ce qui se reproduit à chaque révolution dans ce XIXe siècle, où on retrouve les mêmes fonctionnaires, policiers, gendarmes, qui donc tentent à faire preuve de modération, eux aussi, lors des perquisitions. Ce qui est très intéressant, c'est que dans tous ces témoignages, on a l'impression d'une idéalisation de Carrel. Je disais la semaine passée qu'il était une sorte de saint républicain, l'un de ces saints patrons de la Troisième République plus tard, et ceux qui ont le plus contribué à cette idéalisation ou à cette canonisation, ce sont Littré et Nisard, dans leur biographie Nécrologie. Par exemple, Littré qui écrit « Dans Carrel, la faculté dominante, c'était la volonté. De là, cette générosité, cette fidélité aux engagements, ce respect de la parole donnée, cette loyauté dans des proportions héroïques. » Et vous entendez tous ces termes, générosité, fidélité, loyauté, respect de la parole donnée. On a véritablement un héros de la moralité républicaine. L'ascendant de Carrel, journaliste, dit encore Littré, a moralement dirigé la presse dans ces dernières années. En 1830-1836, il est l'étalon moral de la presse d'opposition. Et je crois qu'il n'y a rien de plus typique de cette noblesse ou chevalerie du personnage que cette amitié avec Chateaubriand, adversaire politique que j'évoquais déjà un peu la semaine dernière. Cette amitié avec Chateaubriand, elle traverse toute la période de 1830-1831 à sa mort en 1836, puisqu'il ne manque jamais l'occasion de signaler dans le National la publication des pamphlets de Chateaubriand. Le premier, c'est le pamphlet intitulé « De la Restauration et de la monarchie élective » ou « Réponse à quelques journaux sur mon refus de servir le nouveau gouvernement ». Chateaubriand a démissionné de la Chambre des Pairs après l'arrivée de Louis-Philippe au pouvoir, au trône, en août 1830. C'est ce magnifique discours où Chateaubriand se traite d'inutile Cassandre. Et puis, il se tait pendant 6 mois et reprend la parole en mars 1831 par ce pamphlet. Et Carrel le signale immédiatement dans le National. Une opinion de M. de Chateaubriand, jetée au milieu des protestations des hommes qui prétendent avoir tous également voulu la Révolution de Juillet, est un événement considérable. M. de Chateaubriand est le seul homme qui ait voulu sincèrement l'alliance de la liberté et de la légitimité. Il y a donc une admiration avouée de Carrel pour Chateaubriand. Et il continue, puisqu'il donne d'importants extraits de la brochure, par ceci. Nous ne pouvons pas donner ici toute la brochure de M. de Chateaubriand. Nous en avons tiré les passages les plus frappants et nous avons eu la loyauté de citer aussi bien les opinions qui nous sont contraires que celles qui combattent le plus vivement nos adversaires. Et je crois que c'est ce qui caractérise toujours Carrel, c'est ce respect de l'adversaire qui ne le transforme pas en ennemi. Toutefois, nous sommes fiers de le dire, si M. de Chateaubriand eût pu concevoir la royauté fondée autrement que sur un passé de 14 siècles et se mêler aux espérances du nouvel ordre des choses, M. de Chateaubriand serait un homme du mouvement et non pas de la résistance. Donc, dans toutes ces années, il y a ce lien qui traverse l'époque, ce lien que je qualifiais de Carlo républicain. Carlo républicain entre
légitimistes et républicains, reconnaissance mutuelle, sinon alliance. Chateaubriand, qui séjourne à Genève à l'époque, revient très brièvement à Paris. Et dans les Mémoires d'Outre-Tombe, il note, c'est en septembre 1831, un dîner au Café de Paris avec Arago, Carrel et Béranger, tous républicains. Il ne dîne qu'avec des républicains en débarquant à Paris. Tous plus ou moins mécontents et déçus par la meilleure des républiques. La monarchie constitutionnelle comme meilleure des républiques. Il y a donc de constants échanges entre eux. Lors du procès de Chateaubriand, à la suite de la publication du mémoire sur la captivité de la duchesse de Berry, la duchesse de Berry qui a fait cette expédition en Provence et en Vendée, qui a été arrêtée en Vendée, qui est en captivité. Chateaubriand publie ce pamphlet, ce mémoire, qui se termine par la fameuse apostrophe « Madame, votre fils est mon roi », alors qu'on vient d'apprendre qu'elle est enceinte d'un autre enfant. Eh bien, après ce mémoire, Chateaubriand est prévenu d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement du roi, d'attaque contre les droits que le roi tient du vœu de la nation, de provocation non suivie d'effet au renversement du gouvernement. Il est donc en cour d'assises avec les 5 journaux qui ont cité sa brochure et un jeune homme qui a prononcé un discours devant le domicile de Chateaubriand lors d'une manifestation de jeunes légitimistes au cri de « Votre fils est notre roi », Charles X. Bon, cette affaire fait beaucoup de bruit, ce procès du Chateaubriand et de toute la presse légitimiste. Eh bien, voici que Carrel l'annonce dans Le National. C'est demain, mercredi à 10h du matin, que M. de Chateaubriand comparaît devant la cour d'assises pour avoir publié une brochure qui exprimait son opinion. Quelle était cette opinion? Nous ne le demandons pas, et il est plus que certain que ce n'était pas la nôtre. Mais comme il est de principe pour nous que tout Français a, de par les révolutions de 89 et de 1830, le droit de publier ses opinions, quelles qu'elles soient, comme enfin il n'y a eu sous la Restauration que des tribunaux de police correctionnelle capables de condamner à la prison Béranger et Paul-Louis Courier, nous ne doutons pas qu'un jury libéral, un jury français, un jury d'hommes civilisés et sensibles à la gloire que les écrits de M. Chateaubriand ont répandue sur son pays, naquit en lui le premier écrivain de l'époque et avec lui l'éternel principe que tout Français a droit de publier sa pensée, quelle qu'elle soit, par voie de presse. Donc c'est un éloge de la liberté de la presse et un appel au jury pour acquitter Chateaubriand. Je vous rappelle que c'est le jury d'assises sous la monarchie de Juillet, sous les débuts de la monarchie de Juillet, qui a jugé des délits de presse. C'était la même chose. Ici, Carrel se trompe, puisque Courier, vous vous en souvenez, comme Béranger, ont été condamnés par des jurys d'assises, puisqu'au début de la Restauration, c'était aussi des jurys d'assises et non des tribunaux correctionnels. Mais qu'est-ce qui se passe? En effet, le procès de Chateaubriand est un triomphe, tout le monde est acquitté, et Chateaubriand note dans les Mémoires d'Outre-Tombe que Carrel l'attendait à la sortie du tribunal avec des jeunes gens. Alors je ne sais pas si ces jeunes gens étaient carlistes républicains ou carlo-républicains, des jeunes gens qui avaient pris pour entrer des robes d'avocat. Et je crois que cette sorte de triomphe de Chateaubriand à la sortie du tribunal montre cette forte complicité. Lorsque Chateaubriand publie les premiers éléments des Mémoires d'Outre-Tombe en 1834 dans la Revue des Deux Mondes, eh bien, voici que Carrel en donne de longs extraits dans Le National. C'est Avenir du Monde. Nous empruntons à l'avant-dernier numéro de la Revue des Deux Mondes la précieuse communication qu'elle a reçue d'un fragment des Mémoires de M. de Chateaubriand. Et Chateaubriand le remercie dans une très belle lettre
que l'on trouve également dans les mémoires d'outre-tombe. Votre article, monsieur, est plein de ce sentiment exquis des situations et des convenances qui vous met au-dessus de tous les écrivains politiques du jour. Et un peu plus bas, il lui parle de cette vieille amitié. Vous vous élevez bien haut, monsieur. Vous commencez à vous isoler comme tous les hommes faits pour une grande renommée. Peu à peu, la foule qui ne peut les suivre les abandonne et on les voit d'autant mieux qu'ils sont à part. Vous voyez que Chateaubriand est sensible à cette solitude, cette hauteur de vue du personnage, et son plus brillant article, reconnu par beaucoup à cet égard, c'est un article sur quelqu'un pour qui il n'a aucune affinité, mais dont il reconnaît la grandeur. Son plus brillant article, c'est un article sur un basque espagnol, le général Zumalacárregui, qui est un chef carliste espagnol, un héros perdu. C'est une histoire compliquée, là aussi. Vous vous souvenez que lors de la guerre d'Espagne en 1823, guerre voulue par Chateaubriand, Carrel avait fait partie de la Légion étrangère. De l'autre côté, Ferdinand VII a été rétabli sur le trône en 1823, mais à sa mort, 10 ans plus tard, en 1833, il y a une guerre de succession entre les partisans de sa fille et les partisans de son jeune frère. Les partisans de son jeune frère, Charles, ce sont les carlistes. Et ce général vendéen basque, une sorte de vendéen basque, chef carliste, est un héros perdu dont Carrel dit ceci: Zumalacárregui fut nommé pour la première fois il n'y a pas 2 ans et sa mort est un grand événement politique. Il laisse après lui 2 années de sa vie bien employées. Il est des temps où avec de médiocres facultés on peut devenir rapidement fameux. Nous sommes au contraire à une de ces époques où tout conspire contre le développement des grands caractères et où le travail des sociétés n'amène à la surface que des natures dégradées. C'est une double gloire que de se faire un grand nom à travers ces jours d'avilissement universel. Il a inspiré de la sympathie même à ses adversaires. Et c'est ça, l'idéal dont Carrel rêve, d'inspirer la sympathie à ses adversaires, au fond comme il l'a fait avec Chateaubriand. Quand un homme a mérité d'être envié à son parti par ceux qui le combattaient, il a touché à la véritable gloire et sa mort est un deuil jusque dans les rangs où son nom portait la terreur. Bel éloge mortuaire qui, d'une certaine façon, anticipe celui que recevra Carrel 1 an à peine plus tard, en 1836. Il dit encore, c'est la chute de cet article, la mort semble le partage naturel et désirable des réputations qui ont atteint leur période de décadence. Elle grandit celles qui se sont arrêtées dans leur mouvement ascendant. L'imagination se charge d'achever la statue qui n'était qu'ébauchée et lui prête des proportions gigantesques. Bon, il n'y a pas de plus claire anticipation de l'hommage unanime qui lui sera réservé à sa mort dans tout juste 1 an. Carrel est donc au sommet de sa carrière dans ces années 1832, 1833, 1834. J'avais montré la semaine dernière les nombreuses images, tableaux, sculptures qui le représentent dans ces années comme chef de l'opposition. Mais c'est temps que règne la liberté de la presse et le National est poursuivi. Les procès se multiplient à partir de 1832 et la guerre est menée contre la Tribune, le National, les journaux d'opposition, par le procureur général près la Cour royale de Paris, le procureur Persil, ici représenté par Daumier,
dans sa galerie des personnages de la monarchie de Juillet. Mais Carrel est heureux parce que tous les procès pour délit de presse au début de la monarchie de Juillet sont portés devant les cours d'assises et devant les jurys. C'est l'article 1er de la loi du 8 octobre 1830 qui attribue la connaissance des délits de presse aux cours d'assises, et c'est Carrel qui le plus souvent se défend lui-même avec cette modération abominable, et il est systématiquement acquitté. Les jurys d'assises l'acquittent de tous ces délits de presse en 1831-1832. Et il figure dans des anthologies. Voilà une anthologie de 1833, une anthologie intéressante de prose française où on trouve les discours de Carrel. L'une de ses premières attaques contre le régime, attaque judiciaire, puisque cette guerre est aussi une guerre judiciaire, c'est en janvier 1832, lorsque le ministère de Casimir Périer se met à pratiquer l'arrestation préventive en cas de délit de presse. Donc, en cas de délit de presse, les gérants, les journalistes sont non seulement poursuivis en cour d'assises, mais arrêtés préventivement. Et Carrel se lance dans un défi au ministère dans un article de janvier 1832, dans un article qui est signé, alors que les articles politiques ne sont pas signés, article dont voici la chute. Le mandat de dépôt, donc des journalistes arrêtés pour délit de presse, sous le prétexte de flagrant délit, ne peut être décerné légalement contre les écrivains de la presse périodique, et tout écrivain pénétré de sa dignité de citoyen opposera la loi à l'illégalité et la force à la force. C'est un devoir, advienne que pourra. Il s'agit donc de dénier qu'un journaliste puisse commettre un flagrant délit. Et Carrel fait valoir qu'il n'y aurait de flagrant délit que si, dans l'article de la presse, on donnait un lieu de rendez-vous pour une insurrection ou pour un attentat. Et, dit-il, il ne peut pas y avoir de flagrant délit dans la presse, faute de cette immédiateté de la convocation. C'est donc un appel à la désobéissance, et devant le jury d'assises, il plaide lui-même, et voici ce qu'il dit, notamment. Bien sûr, tout ça est immédiatement publié, puisque l'opposition se fait par ces brochures qui publient les comptes rendus des procès. Votre arrêt, messieurs, quel qu'il soit, est destiné à un vaste retentissement. Partout où la liberté de la presse existe, ou bien plus encore dans les lieux où on la désire, on s'est occupé de cette cause. Si vous reconnaissez avec moi que la résistance des écrivains de la presse périodique à l'incarcération préventive est légale, vous rendrez à la presse sa plus indispensable garantie et au jury, c'est-à-dire au pays, la censure exclusive de la presse, le sceptre de la publicité. Croyez, messieurs, que le plus grand service que nous puissions rendre aujourd'hui à notre France, tourmentée qu'elle est par cette sève d'activités et de grandes choses qui surabondent, c'est de fonder l'alliance indissoluble de la presse et du jury. Donc le délit de presse sanctionné par un jury d'assises. J'ai cru travailler à cette union en faisant appel à votre équité, à votre courage dans la grande question de liberté individuelle et de liberté de la presse que, de son côté, le ministère public vous appelle à résoudre. À la suite de ce procès, comme à chaque fois en procès d'assises, Carrel l'emporte. Il est acquitté à l'unanimité pour cet article qui appelait à résister aux forces de l'ordre. Et la brochure suit aussitôt, elle est publiée à la fin de mars. Bon, nouveau procès 3 mois plus tard, à la suite des insurrections de juin 1832, le National est poursuivi comme complice ayant appelé à l'insurrection.
Non seulement il est poursuivi devant la cour d'assises, mais d'abord devant le conseil de guerre, parce que l'état de siège a été déclaré. Toutefois, lors du procès devant la cour d'assises, le procureur Persil perd encore et Carrel est acquitté. C'est à ce moment-là que le pouvoir décide de changer de pied. Puisque Carrel est toujours acquitté par les jurys d'assises, il faut trouver un moyen de le condamner. Et le moyen, c'est une loi répressive de la Restauration qui reste en vigueur sous la monarchie de Juillet. C'est une loi de 1822 qui punit l'infidélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux des séances des chambres et des audiences des cours et tribunaux. Donc, ils seront sanctionnés pour mauvaise foi dans les comptes rendus des procès. Et non seulement cette loi prévoyait qu'on pouvait être puni pour infidélité et mauvaise foi dans les comptes rendus de la Chambre et des tribunaux, mais selon un autre article de cette même loi, c'était les cours elles-mêmes qui étaient compétentes pour juger les prévenus d'infidélité. Les chambres appliqueront elles-mêmes les dispositions relatives aux comptes rendus par les journaux de leurs séances, les dispositions du même article relatives aux comptes rendus des audiences des cours et tribunaux seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront tenu ces audiences. Donc c'est la cour d'assises elle-même, sans jury, qui jugera que les comptes rendus sont infidèles. C'est ce qui était prévu en 1822, c'est ce qui est toujours applicable sous la monarchie de Juillet. Autrement dit, les juges sont en même temps partis. Ce sont eux qui décident que les comptes rendus ont été inexacts. Et c'est ainsi que la presse d'opposition se trouve muselée. Il y a moyen d'interdire aux journaux d'opposition de publier les comptes rendus des séances des chambres et des affaires judiciaires, ce qui est le moyen habituel de donner la publicité à leur cause. Et la première affaire qui permet de condamner le national de cette manière, c'est une affaire du coup de pistolet. C'est un coup de pistolet qui a été tiré sur Louis-Philippe, sur le pont Royal, alors qu'il se rendait des Tuileries à la Chambre des députés. On a arrêté un étudiant en droit, mais c'était peut-être une provocation de police. En tout cas, l'accusé, cet étudiant en droit, sera acquitté par la cour d'assises le 18 mars 1833, mais dès le lendemain, la même cour d'assises condamne le gérant du National en raison d'un article rendant compte du procès quelques jours plus tôt, un article qui est jugé de mauvaise foi et infidèle. Et le gérant du National, Paulin, est condamné à 1 mois de prison et 5 000 francs d'amende et à l'interdiction de rendre compte pendant 2 ans des débats judiciaires. C'est une façon de détruire un journal. 1 mois de prison et 5 000 francs d'amende, ce n'est pas grand-chose, mais l'interdiction de rendre compte des débats judiciaires, si on regarde les journaux de l'époque, la moitié de la surface est occupée par les comptes rendus des tribunaux. Interdiction de rendre compte des tribunaux. Et cela est la naissance d'une affaire judiciaire qui va durer 2 ans. Toutes les années 1833 et 1834, une immense jurisprudence, puisque ce jugement est cassé par la Cour de cassation pour excès de pouvoir et renvoyé au tribunal de Versailles. Le tribunal de Versailles juge comme le tribunal de Paris, mais c'est de nouveau cassé par la Cour de cassation en octobre 1833. Et pendant que c'est cassé, Carrel continue à publier les comptes rendus des tribunaux. Et finalement, à la fin de 1833, comme c'est toujours en cours cette affaire, que décide de faire Carrel? Il décide d'interrompre le journal Le National. Le journal national cesse au 31 décembre 1833 et on crée un nouveau journal
intitulé Le National de 1834. Le National de 1834 commence avec un nouveau gérant le 1er janvier 1834 et toute l'année 1834 sera occupée en procès pour savoir s'il s'agit du même journal ou d'un journal différent. La Cour d'assises de Paris juge d'abord que c'est le même journal, mais c'est cassé par la Cour de cassation qui juge que le dépôt du nouveau journal a été fait dans les règles et qui renvoie à la Cour d'assises de Rouen. Mais la Cour d'assises de Rouen dit que c'est le même journal, parce que si un journal s'était lancé sous le nom de National de 1834, le National aurait pu les poursuivre et aurait gagné. Donc c'est le même journal. Et tout ça traîne à travers toute l'année 1834. Carrel continue à publier les comptes rendus de journaux jusqu'au moment où finalement ça arrive en cassation et c'est réglé. Le 30 août 1834, ce long feuilleton s'interrompt, tous les recours sont épuisés, le combat est perdu et toutes les condamnations de Carrel qui se sont accumulées, eh bien, il faudra bien à ce moment-là aller en prison. Il a été condamné en mai 1934 à 2 mois de prison, en août 1934 2 fois à 2 mois, soit à 6 mois de prison en tout, et les recours sont épuisés. Voilà Paulin, le gérant du National, qui lui a été condamné à 1 mois de prison et 5 000 francs d'amende. Il n'a plus de recours. Voilà Carrel qui, le 30 août, condamné à la prison, part en Angleterre, et il passera 1 mois en Angleterre, sans qu'on sache très bien s'il s'agit d'un exil ou d'une petite vacance avant d'en revenir en prison, que ce séjour d'1 mois. Et puis Carrel, à son retour d'Angleterre, écrit au préfet Gisquet, le même préfet qui est dans toute cette période de répression, et à qui il écrit cette lettre particulièrement violente. « Monsieur, pendant que je voyageais en Angleterre, un arrêt de cassation a rendu exécutoire plusieurs condamnations portées contre moi par le soi-disant justice du royaume, et je sais que l'ordre de me faire saisir et déposer à Sainte-Pélagie vous a été immédiatement expédié. Je subirai donc aussitôt qu'il vous conviendra cette détention qui ne peut déshonorer que mes juges, étant prononcés en violation de toutes les lois existantes. » Et ce sens de l'honneur. Une seule crainte me retiendrait au moment d'entrer à Sainte-Pélagie, s'il était possible que j'ajoutasse un instant foi au bruit dans lesquels se complaisent quelques opinions bienveillantes, cette crainte, ce serait de sortir de prison par amnistie royale. Donc il refuse a priori toute amnistie, vous voyez, ce sens de l'honneur et de la hauteur du personnage. Et voici donc, dans un livre qui recense en 1850, après la fin de la monarchie de Juillet, toutes les condamnations pour délit de presse de la monarchie de Juillet, la fiche de Carrel, et vous voyez qu'il est condamné à 2 mois de prison et 2 000 francs d'amende, délit prévu par la loi du 25 mars 1822, c'est-à-dire la publication des comptes rendus des tribunaux, 2 mois pour la même raison, 2 mois pour la même raison. Il est donc condamné à 6 mois de prison en 1834. Il séjournera 6 mois et je parlerai la prochaine fois des visites de Chateaubriand, puisque dans les mémoires d'Outre-Tombe, on a de très beaux passages sur les visites de Chateaubriand à Carrel. Chateaubriand qui lui disait qui dit qu'il s'y rendait 3 à 4 fois par semaine de la rue d'Enfer Rochereau. Vous passez, quand vous passez à d'Enfer, devant la maison de Chateaubriand, jusqu'à Sainte-Pélagie, qui était en face du jardin des plantes. Mais j'en ai pas fini avec ces démêlés de Carrel avec la justice, qui sont très intéressants, puisqu'ils nous montrent comment cette célébrité est atteinte devant les tribunaux, puisqu'à chaque fois, c'est Carrel lui-même qui plaide devant le jury de la cour d'assises, et comme on le verra la prochaine fois, il sera également poursuivi devant la Chambre des pairs, puisque la Chambre des pairs, c'était la même loi qui permettait à la Chambre des pairs de convoquer quelqu'un qui l'avait offensé et de le juger, sans jury et sans avocat. Et le moment de la plus grande célébrité de Carrel,
c'est le discours qu'il a tenu à la Chambre des Pairs en 1834, alors qu'il est à Sainte-Pélagie, extrait de prison pour comparaître au Palais du Luxembourg, là où se tient aujourd'hui le Sénat, devant les pairs, et faire ce qui est sans doute le plus grand discours qui soit de lui au cours de sa vie en décembre 1834. Donc je parlerai la semaine prochaine de ses derniers démêlés avec la Chambre des Pairs, de sa prison et enfin de ses duels, dont son duel mortel de 1836, ce qui complétera le portrait romanesque et romantique de ce guerrier des lettres. Merci.